Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour des actus de la semaine. Ça fait un petit moment qu'on n'a Quasiment moi. pas... Ouais. Ah, en plus, en préparant l'épisode avec Julien, je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas tourné d'épisode qu'on savait plus trop quoi dire, ce qui s'était passé, etc. Mais on a réussi à vous trouver 2-3 actus à vous raconter aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide vraiment au niveau de nous faire connaître au niveau du podcast. J'avoue qu'on avait fait une piqûre de rappel qui a un petit peu marché, mais pas énormément. En fait, vous êtes, je sais pas combien de plus, 3 fois plus, je pense, à nous écouter. Ouais, mais en vrai, les chiffres sont fous parce que là, globalement, depuis qu'on vous a demandé de mettre 5 étoiles, il y en a plein qui ont joué le jeu. Et encore une fois, ceux qui jouent le jeu, un grand merci à vous. Globalement, c'est simple pour une personne qui a mis une note 5 étoiles, je pense qu'on a quasiment gagné 10 abonnés. Ah. Donc non, mais ça veut dire que globalement, il y a 10 personnes qui s'abonnent sans avoir mis de note 5 étoiles. Alors, c'est génial de vous abonner. Encore une fois, merci à vous de nous suivre, etc. C'est top du top. Mais bon, 3 petites secondes pour juste mettre une note 5 étoiles sur Spotify. Il y a même pas besoin de mettre de commentaires. Vous n'avez pas à réfléchir juste là-dessus. Nous, ça nous aide parce que, encore une fois, j'en avais parlé la dernière fois. On a reçu un super invité dont l'épisode sortira à la rentrée. On va parler d'immobilier patrimonial, à raconter des super anecdotes. Franchement, c'est un des épisodes les plus intéressants que je pense que vous pourrez écouter cette année sur notre podcast. Et quand j'ai parlé avec l'invité, il m'a demandé combien on faisait d'écoutes sur le podcast parce que forcément, on n'y a pas accès. On peut pas savoir de manière publique combien de statistiques font les autres podcasts en dehors de YouTube, mais je veux dire, là, si vous cherchez notre podcast sur YouTube, c'est les 0,01% des écoutes qu'on fait. On fait la majorité des écoutes sur Spotify, sur Apple Podcasts. Et le seul moyen qu'ont les gens qui auraient envie de passer chez nous, de savoir un petit peu, d'évaluer est-ce qu'on est connu, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, etc., c'est de regarder les notes 5 étoiles. C'est la seule stat publique que quelqu'un qui ne suit pas le podcast peut regarder pour voir un peu est-ce qu'on est beaucoup suivi, est-ce qu'on a beaucoup d'abonnés, est-ce qu'on a des gens qui s'impliquent, qui écoutent nos épisodes, etc. Et c'est pour ça qu'on rabâche tout le temps les 5 étoiles. Autant, par exemple, pour vous mettre un petit peu en comparaison, par exemple, quand un YouTuber vous demande de mettre un j'aime ou un pouce bleu sur la vidéo, globalement, ça va juste aider un petit peu à booster sa vidéo, mais ça va pas booster sa chaîne en soi. Là, je vous cache pas que sur un podcast, vous pouvez pas liker les épisodes, vous pouvez commenter à la limite, et franchement, quand vous avez des questions, il y en a quelques-uns qui commentent de manière régulière, et à chaque fois, je prends plaisir à vous répondre, mais vraiment, la seule stat que vous pouvez faire un petit peu pour nous booster, je pense un petit peu au niveau de l'algo. Alors pareil, l'algo Spotify, c'est pas trop comment il marche, mais j'imagine que ça doit booster un petit peu, et c'est surtout, encore une fois, pour montrer aux gens qui, par exemple, après la flouserie sur Spotify, de voir un peu, combien il y a d'épisodes, est-ce qu'on est là depuis longtemps, qui verrait, là, boum, s'il y a beaucoup de notes 5 étoiles, la personne, elle se dit, ok, en fait, ça se voit qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont noté, donc ça se voit forcément qu'il est suivi, parce que le nom, les statistiques en termes de nombre d'abonnés, du nombre d'écoutes, etc., c'est pas public, et c'est la seule manière pour nous de le prouver, donc c'est pour ça qu'on vous le demande à chaque fois. C'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et YouTube La Flouserie. On vous partage notre quotidien d'investisseurs. Et pour ceux qui sont intéressés de se faire accompagner pour un premier achat IMO ou pour tout simplement continuer à faire grossir votre patrimoine, Julien vous laisse encore son Zcal en bio. Là pour août, voire pour la rentrée, il est jamais trop tard. C'est ça, sachant que on avait parlé il y a quelques semaines, si vous vouliez faire une OP avant la fin de l'année, fallait qu'on commence à bosser dès maintenant, donc il y en a quelques-uns qui ont pris le train en marche, et on a de grandes chances de pouvoir signer leur première opération ou leur opération de plus avant la fin de l'année. Là forcément, pour ceux avec qui on va commencer à travailler, ça sera plutôt, on va dire, pour le mois d'août, le mois de septembre, mais globalement, il faut vous dire que vous serez propriétaire pour le tout début d'année 2027, probablement pour le mois de janvier ou le février, si on commence à travailler ensemble maintenant, sachant que depuis le début de l'année, on a vraiment accompagné 50-50, entre des primo-investisseurs qui n'avaient jamais investi et des investisseurs qui avaient déjà fait des OP, qui voulaient qu'on accélère, qui voulaient qu'on revoie la stratégie, qui voulaient que éventuellement on aille travailler avec d'autres banques, etc. Donc franchement, en fonction de votre problématique, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour avancer, franchement, n'hésitez pas à caler un call avec moi et on verra dans quelles circonstances on peut vous aider justement à avancer, à réussir vos projets immobiliers. Okay. Première actu, je voulais faire un retour parce qu'on a été un peu silencieux, encore, je pense que j'ai un peu chouiné vite fait sur Instagram par rapport au Airbnb. Pour ceux qui ont suivi, on a rénové en fait un local commercial qu'on louait l'année dernière à 2 associés qui les avaient transformés en Airbnb. Donc en fait, c'est un c'était quoi qu'on avait fait, un bail dérogatoire, bref, c'était pas des gens qui étaient... un bail dérogatoire de 1 an. De 1 an. Et pour diverses raisons, notamment de santé, ils ont préféré nous rendre le local. Nous, vous savez, avec les années maintenant, on
on préfère régler les trucs à l'amiable. Je veux dire, on n'allait pas forcer si c'était pour avoir des impayés par derrière, etc. Ils voulaient nous rendre les clés, etc. On s'est mis d'accord sur un prix de sortie. Et à partir de janvier, du coup, on a rénové 110 mètres carrés. On a fait ça janvier, février, mars et Début avril, à peu près. un mois et demi. Voilà. Donc, on a 2 Airbnb. Un qui est un spa hammam Plus sauna. Donc c'est quand même relativement rare, hein, parce que franchement, même quand on compare sur le marché, déjà des vrais spas dans des Airbnb, c'est relativement rare. La plupart du temps, vous avez des baignoires balnéo, mais là, c'est un vrai spa avec jet, etc. C'est un truc de professionnel, c'est pas juste une baignoire avec 3 jets. Vous avez un sauna, ça c'est quand même plutôt courant, parce que c'est pas si cher et puis c'est facile à installer. Par contre, ce que vous avez d'ultra rare, parce qu'il faut quand même une certaine infrastructure pour le mettre en place, et en plus ça fonctionne sur du triphasé, c'est un hammam. Oui. Qui en plus est assez grand. Enfin bon, de toute façon, il y a quasiment que des gens en couple qui vont le louer, mais franchement, le hammam, vous pourriez limite rentrer à 4 dedans. Parce que historiquement, ce local que du coup on a redivisé en 2 Airbnb, c'est un local type un peu genre, je sais pas moi, salon de massage esthétique, qui était exploité par la femme, l'ancien propriétaire de ce local. Et du coup, forcément, vous avez même un hammam qui est gigantesque et qui est franchement très bien. Enfin, c'est un vrai hammam de professionnel, quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt atypique comme bien d'avoir quelque chose d'aussi bien équipé. Et puis on a fait le deuxième Airbnb qui pour le coup lui est plus classique. Standard. C'est un appart standard. Après nous on a fait les petits trucs qui pour moi me semblent obligatoires sur un Airbnb aujourd'hui, c'est qu'ils ont chacun la clim. Donc, on est dans le sud de la France, donc autant vous dire que heureusement qu'on a la clim. Leur défaut, c'est que par exemple on a forcément on est en rez-de-chaussée, puis qu'à la base c'est un local commercial, on a relativement peu de fenêtres, mais encore une fois c'est évident, moi je le dis toujours, tu peux pas louer un appart à l'année s'il y a pas de fenêtres. Par contre même nous on est déjà allé dans des Airbnb par exemple sont sous les toits à Paris, des trucs comme ça où t'as que un Velux, etc. C'est pas très lumineux en soi. Quand tu loues un Airbnb, t'es là pour y rester 2-3 jours, t'as pas besoin non plus d'avoir, ou alors c'est parce que tu loues pour une vue, mais là c'est pas des apparts que tu loues pour une vue, c'est des apparts que tu loues pour les équipements qui sont à l'intérieur. C'est ça. Donc j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre. On n'a jamais fait de Airbnb, en vrai, c'était un choix de notre part en 7 ans d'activité. On l'a évité tant qu'on a pu, et bon, quand on nous a rendu ce local-là, il était déjà transformé en 2 appartes, donc on s'est dit bon vas-y, on a fait, je sais pas combien de tout on a eu pour 2 travaux. 20K à peu près. Ouais, à peu près. Sachant qu'on a fait une grosse partie nous-mêmes, on a délégué l'électricité parce que c'était complexe, etc. Mais après, on a vraiment level up les skills. Je pense qu'à la fin, j'avais un peu un ras-le-bol des travaux. Je vous avoue, là, c'est bon, on a fait pour l'année. Je pense que j'en referai pas cette année. Mais du coup, maintenant, je suis vachement plus confiante sur ce que je peux faire, etc. Et du coup, à partir de mai, du coup, je les ai mis sur Airbnb, que Airbnb pour l'instant. Je voulais prendre un peu la température, sachant que Airbnb a air cover qui est inclus, ce qui n'est pas forcément le cas de Booking, etc. Donc pour Booking, je suis en train de voir pour prendre une assurance supplémentaire, sachant que forcément, on a des équipements qui coûtent très cher. Le sauna, le jacuzzi, le hammam. Bon, il n'y a pas moyen de péter le hammam si ce n'est une porte de douche. Mais voilà, il peut se passer plein de trucs. Par exemple, récemment, j'en ai un qui m'a ouvert sans faire exprès le tuyau d'arrosage qui permet de remplir le jacuzzi. Donc je pense qu'ils ont voulu rajouter de l'eau alors que bref, c'est interdit, etc. Et ça a coulé en dessous, etc. Donc bref, pour éviter que le truc s'abîme, etc. Pour l'instant, il n'est pas encore sur Booking. Premier mois, je pense qu'on a été boosté par l'algo, parce que quand vous vous mettez sur Airbnb, vous avez moins 20% sur, je crois, les 3 premières réservations, un truc comme ça. Et on avait fait un bon mois, on avait fait quasiment 2000 de chiffre d'affaires, sachant que ce local-là, avant, on le louait 1000, je pense. Ouais, c'est ça. Si on retire la provision pour charge, donc 1000, donc c'est pas mal. Et arrivé en juin, catastrophe. Sachant que, attention, parce que quand tu dis 2000, c'est 2000 dans notre poche. Ah oui, dans notre poche, c'est pas les 2000, parce que Airbnb prend non, 25%. c'est que dans notre poche que ce que nous on a touché. Et catastrophe en juin, en fait, on a fait très peu de chiffres. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi ça marche pas, etc. alors que ça avait bien marché. Et j'ai remarqué que du coup, les photos sont pour pas mal de choses. En juin, du coup, j'ai décidé de refaire un peu la déco du spa. Alors j'avoue, je sais pas trop pourquoi. Nous, on trouvait ça bien avant, mais je pense que c'était pas assez décoré pour un appart à thème, en gros. Donc en juin, vu que j'avais pas de résa, j'ai boosté un peu la déco, etc. J'ai refait des photos, pas avec un photographe, mais avec moi, j'ai un bon téléphone. Du coup, j'ai pris un max de photos.
et direct ça a changé le nombre de réservations. Donc là d'un coup j'ai eu beaucoup plus de flux. Je me rends compte que la propreté, c'est alors parce que du coup on a l'appart à la mer qui n'est pas du tout dans le même coin, mais j'ai l'impression que la propreté c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc au début j'avais quelqu'un qui faisait le ménage. Moi je trouvais que c'était bien fait en vrai, hein. Franchement on a des Airbnb que nous on avait réservé, etc. Bon, le ménage n'était pas ultra clean, tant que les draps étaient propres on était là, bon c'est ok. Mais là en fait dès qu'il y avait un souci sur le ménage, j'avais toujours des gratteurs, tu sais, des gens qui prenaient des photos, demandaient des dédommagements et tout. Au début je le faisais, à la fin j'étais là non c'est bon, là j'arrête de faire des dédommagements, donc s'ils sont pas contents ils ont quand même mettre une mauvaise note, c'est pas grave. J'ai remarqué que donc du coup depuis c'est moi qui fais le ménage, dans le sens où vu que j'avais besoin de remonter un peu ma note en tant qu'hôte, du coup c'est moi qui le fais pour l'instant. J'espère le déléguer correctement en septembre, mais ça a fait une différence gigantesque, que le ménage soit vraiment impec de chez impec. Allez, être réactif aussi, ça j'ai l'impression qu'ils aiment. Et si vous voulez maximiser vos vues en tout cas que votre annonce soit poussée, j'ai remarqué qu'à partir du moment où j'avais rajouté des trucs à la con, comme par exemple le savon, le gel douche, ça c'est des choses, plus tu coches en fait des items dans les annonces de ce qui est possible d'avoir sur Airbnb, plus t'es mis en avant. Donc par exemple l'huile d'olive, le sel, le poivre, le sèche-cheveux, j'avais un sèche-cheveux à la maison que j'utilise plus depuis longtemps, hop je l'ai foutu là-bas. Et plus on coche de trucs, plus ça monte. Si vous acceptez les enfants, ça aussi ça vous fait monter direct dans la note. Donc voilà, ça c'est les trucs un peu que j'ai vus. Et après je pense que c'est un peu en fonction de la population qu'il y a dans le coin sur Airbnb, parce que du coup on a un appart qui est vraiment au bord de mer, et là pour le coup c'est pas du tout les mêmes types de personnes qui me réservent. Là j'ai que des mamies qui me réservent avec leurs petits enfants, etc. Ils ont tous fait le ménage. Je sais pas pourquoi. Ils ont tous fait le ménage, à chaque fois c'est impec. Le prix de la nuitée est beaucoup plus cher, et ça malheureusement sur les 2 premiers Airbnb, c'est vrai que j'ai du mal à monter les prix. J'avoue que j'ai l'impression que le prix à chaque fois, tu sais, tu mets 5 € de trop, direct ça se sent dans Teresa. Et il y a plus de concurrence? Il y a plus, on est en centre-ville, donc forcément il y a plus de choix. Après on a un avantage différentiel que les autres n'ont pas, c'est que nous on a la clim qui était déjà installée. Surtout de 1 on a la clim, et de 2 encore une fois s'ils viennent pour un spa, il y a pas 40 Airbnb ou qui proposent des spas à cet endroit-là, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et d'une manière générale, j'avais eu un peu un déconvenu au début avec un voyageur. Au tout début, ça m'avait scié le moral, mais j'étais là. Bon. Et après, j'ai compris qu'il y avait des gratteurs en fait sur cette appli. Et depuis, ça va vraiment beaucoup mieux. Il y a plein de process que j'ai mis en place. Par exemple, je prends en photo tout le logement de fond en comble à chaque fois pour pas qu'ils me négocient quoi que ce soit. Et depuis que je fais ça, il y en a aucun qui m'embête. Voilà, une Wi-Fi qui marche bien. Voilà, des petits détails où à chaque fois, peut-être j'y passe un peu de temps, mais au moins... T'as mis des serrures électroniques aussi qui J'ai mis permettent des de serrures contrôler le nombre électroniques, d'entrées-sorties, quand est-ce qu'ils partent. Exactement, quand est-ce qu'ils partent, et surtout ça leur met la quiche pour partir. Parce qu'il y en a, ils ont une tendance à rester, donc il y en a plein qui me demandent souvent d'arriver plus tôt, de partir plus tard. J'avoue que l'upsell, je l'ai pas encore fait, du coup maintenant je dis non à chaque fois. Mais je pense qu'à partir de septembre, l'upsell, je vais le mettre en mode vous voulez arriver plus tôt, 10 balles supplémentaires. Vous voulez partir plus tard, 10 balles supplémentaires. Et du coup, vu que la serrure alors elle se verrouille pas, hein, eux ils pensent je pense qu'ils pensent qu'elle se verrouille, c'est juste qu'elle ne referme plus à partir de l'heure dépassée, et du coup ils sont comme des cons en mode je peux pas fermer le logement. Donc souvent après moi je viens pas longtemps après, mais généralement ça leur met la quiche pour partir. Voilà un peu mes petits conseils, mes petits retours Airbnb. Et du coup on est très contents parce que sur le mois de juillet, alors je sais que c'est un gros mois, on est en haute saison, mais on a fait à peu près 3004 de revenus pour l'instant. Sachant que le mois est pas encore fini. On est le 26. Ouais. Donc à mon avis on devrait être pas loin des 4000, qui était un peu notre objectif, notre fourchette haute, parce que nous quand j'avais fait mes calculs, globalement moi j'avais calculé et puis je m'étais basé aussi sur... On est que sur Airbnb aussi. C'est ça, pour l'instant on est que sur Airbnb, on n'a pas encore rentré Booking, et puis on n'a pas encore augmenté les nuitées, parce que forcément quand on aura un peu plus de notes, etc., ça sera un peu plus facile d'augmenter un petit peu. Mais globalement, moi, j'avais estimé qu'en moyenne, sur des mois bas, on devait faire entre 2000 et 2005. Et sur les mois, on devait faire 4000 globalement sur ces mois, sur ces 2 Airbnb. Donc, sachant qu'on est encore en soi au début, qu'on n'a pas encore augmenté les prix, qu'on n'a pas mis Booking, franchement, sortir un mois à 4K, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, sachant que là, j'ai vraiment pas eu trop de soucis, si ce n'est des gens qui me flinguent l'eau du jacuzzi à chaque fois. Mais ça, malheureusement, en fait, j'ai beau répéter,
je pense qu'il y en a, ils s'en fichent. Et ouais, donc content quand même, content de ce que ça donne. Là, ça commence du coup à prendre un pli. L'appart à la mer, là, l'autre qui est à Montpellier, bah, lui, pour le coup, il y a vraiment aucun sujet. J'ai remarqué que du coup aussi, il faut quand même laisser la résa instantanée. Alors moi, je l'active que pour les gens qui ont des bonnes notes. Tous ceux qui ont des bonnes notes et une photo, ils peuvent me réserver automatiquement. Les autres, c'est sous approbation. Et moi, ils peuvent réserver un jour à l'avance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En Si, gros, si, ouais, voilà. ouais, je vois. Je sais que si on voudrait encore maximiser le plus, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé une solution avec les serrures électroniques, c'est que en gros, ils peuvent accéder au logement comme ils veulent. Tu vois, à 23h, ils me réservent, bah à 23h, ils ont accès au logement. Ça, pour l'instant, c'est pas un truc qui est faisable pour nous parce que j'étais trop stressée qu'il y ait de la casse. Ah oui, puis c'est Et compliqué à contrôler, quoi. Ouais, puis bon, c'est pas les meilleurs profils qui viennent à chaque fois, la prostitution, tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai laissé comme ça fonctionne. Et là, on va essayer d'augmenter les prix au fur et à mesure. Ce que j'avais fait aussi pour monter un peu les annonces, c'est qu'on avait demandé à nos potes de réserver des nuits. Et en gros, bah, on leur refaisait le virement dans l'autre sens. Bon, on perdait les frais Airbnb, mais souvent, vu que les prix étaient bas, c'était des petites nuitées, etc. En fait, au final, on perd 5 euros pour une note 5 étoiles, c'est pas bien grave, mais au moins, ça permet De lancer. de lancer. Donc voilà, et là maintenant, bah, les notes 5 étoiles, elles tombent toutes seules, donc c'est l'essentiel. Après, je trouve que c'est dur d'obtenir des notes 5 étoiles dans le sens où le 3/4 des gens, ils laissent pas de commentaires. Et bon, bref, du coup, ça, malheureusement, c'est comme ça. Donc, Tiens, ça me rappelle les abonnés du podcast qui laissent pas de notes 5 étoiles. Tiens, en vrai, une question qui me vient parce que je pense que les auditeurs pourraient se demander. Par exemple, pour une réservation à la minute, tu peux pas, par exemple, directement sur Airbnb mettre une surtaxe en mode, je sais pas, moi, le mec, il veut réserver un Airbnb à 23h. Est-ce qu'il peut pas, ok, il réserve, mais il paye 20% de plus? Alors moi, j'ai mis Pricelab c'est un plugin, en fait, du coup, qui, en fonction du marché, donc tu peux quand même le borner, hein, tu peux quand même le borner sur l'appli, sur le minimum auquel tu veux pas descendre, le maximum où il peut monter. Et lui, en fait, en fonction de ton taux de remplissage et surtout de ce qui se pratique le même jour à côté du tien, il va appliquer un tarif préférentiel. Il peut être à la hausse ou à la baisse. Ça, j'avoue, j'ai pas trop checké comment il faisait. Souvent, j'ai l'impression quand même quand c'est en last minute, c'est vraiment moins cher. Et dernière astuce. C'est-à-dire quand il fait moins cher pour les last minute. Pour maximiser ton taux de remplissage. Ouais, ok. Après, bon, en soit, t'es un peu perdant parce que si en plus c'est les moins bons profils qui réservent en last minute et qui en plus ils payent moins cher. Ouais, mais par exemple, il peut t'obliger à prendre 2 nuits. Ok. Tu vois, enfin, il fait des calculs comme ça de remplissage. Ok. Donc... Et tu recommandes? Ouais, franchement, ouais. Okay. Après, je trouve que c'est un peu cher quand même. Là, pour 2 annonces, on est à 30 balles par mois. Enfin, $30. Ok. Donc, mais d'après ce que j'ai vu, il y a vraiment pas mal de gens qui l'utilisent et c'est celui qui remonte le plus en pricer, en gros. Et il y a un truc que j'ai testé sur l'appart à la mer à Montpellier, mais pas encore dans les 2 autres Airbnb. C'est qu'en gros, j'ai retiré le ménage du prix. Alors, en gros, j'ai surpricé ma nuit. Franchement, on est plutôt haut. Je crois qu'on est à 120 € la nuit, un truc comme ça. Et en fait, le ménage est inclus parce qu'on paye la femme de ménage, mais eux le savent pas. Du coup, ils me rendent l'appart nickel. Ouais. Mais du coup, je pensais qu'ils allaient juste faire attention que voilà, ce soit pas trop sale, etc. En fait, non, là, ils font vraiment le ménage. Le mec de ce matin, il m'a racheté du café. Ok. Alors que, c'est inclus, quoi. C'était pas, donc bon. Ok. Ouais. Après, bon, j'imagine aussi appart à la mer, on est dans un endroit, sans donner la ville, on est dans un endroit qui est plus chic aussi, donc j'imagine que la population est aussi plus. C'est des boomers, hein. Ouais, voilà. Ok. Question que je pouvais te poser là-dessus. Si toi tu devais donner genre un conseil, c'est quoi le truc le plus important? C'est la propreté, comme tu avais parlé en intro. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, la propreté. Et encore une fois, moi, la personne qui faisait le ménage, c'était bien, hein, franchement, Mais pas assez. Mais c'est pas suffisant. Okay. En fait, c'est vraiment, alors c'est un peu paradoxal parce que du coup, j'ai l'impression que les gens, ils s'attendent à du standing 5 étoiles sans payer le 5 étoiles. Enfin, je veux dire, quand tu payes 45 balles ta nuit, tu vois, Et les petites attentions, les trucs, genre, je sais qu'on en avait parlé ensemble, je sais plus si tu l'as fait, tu sais, mettre une bouteille d'huile d'olive, mettre, je sais pas moi, des crackers, des trucs comme ça. Ouais, j'ai testé des trucs. Les gâteaux, ils mangent pas. Moi, les 2 trucs qui ont bien marché, du coup, c'est les bouteilles d'eau. Elles sont consommées à chaque fois. Et je mets des chocobons. Ok, voilà. ça les mange. Et ça, ils les mangent. Alors que les petits gâteaux tu les empoisonnes.
les petits gâteaux du coin, ça ils mangent pas. Ok. Et voilà, ça c'est les 2 trucs qui fonctionnent. Pareil sur le spa, parce qu'en fait, en gros, on a un puits de lumière qui n'a pas de store et il y a le bruit du jacuzzi. Du coup, j'ai rajouté un, tu sais, comme le truc dans les avions là pour que tu dormes, Ouais. et des J'ai oublié bouchons le nom, mais on va et dire des le bouchons cache-œil, mais c'est que ça voilà, s'appelle et le des cache-œil. bouchons d'oreille Ouais, à ok. usage unique, et ça part aussi. Ok. Donc ça m'évite les remarques en mode oui, c'est bruyant, alors que la VMC en plus elle est sur horodateur, donc normalement elle est pas censée faire de bruit, mais souvent ils avaient tendance à m'arrêter le jacuzzi, sauf qu'il fait tellement chaud que ça me fait tourner l'eau à chaque fois. Donc flemme monstrueux de vider l'eau et de la re-remplir vu le temps que ça prend. Donc j'ai mis ça, et ça fonctionne à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils apprécient vachement les sambons. Moi, nous, on n'en a pas à la maison parce que c'est un peu, je trouve que c'est un peu toxique, tu sais, de respirer tout le temps des odeurs, etc. Mais c'est un truc qui revient tout le temps dans les commandes, enfin dans les messages que j'ai, c'est que ça sent bon. Alors qu'il y a 300 bons en tout sur le local, mais ça, visiblement, c'est les choses qui font la diff. Ok. Voilà. Et autre chose que je me demande, c'est est-ce que prochaine étape, on n'essaie pas de brancher Claude sur le chat Airbnb? Bah, je sais pas du coup. J'avoue que je suis un peu dans le jus, du coup, il faudrait qu'en fait je me mette avec une IA qui discutent pour répondre aux principales questions, sachant que j'ai remarqué les seules questions qui viennent, généralement, bon, soit il y a vraiment un souci avec le ménage, ça, c'est souvent des gens qui me cassent les bonbons pour ça, soit ils arrivent pas à entrer dans le logement avec les serrures électroniques, parce qu'ils comprennent pas qu'il faut tourner la poignée pour ouvrir. C'est les 2 trucs pour l'instant qui reviennent à chaque Oui, fois. mais ça en soi, ça répond quasiment la même chose à chacun, quoi. Ouais, ou des fois, il se peut que la serrure électronique, il faut synchroniser la date et l'heure. Je sais pas pourquoi ça s'enlève à chaque fois. Il suffit qu'il y ait une coupure d'élec ou quoi. J'ai l'impression que les serrures, la date et l'heure, elles sont en Wi-Fi. Ok. Est-ce que c'est pas un problème de pile ou de batterie? Non, la batterie, c'est sur batterie, et les batteries sont bonnes à chaque fois, mais par exemple, elles vont pas être du bon jour. Du coup, forcément, le code marche pas vu qu'il est il est daté en fait. Ça, à chaque fois, ça m'arrive, je pense, une fois sur 5, un truc comme ça. Ok. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils pour Airbnb, n'hésitez pas. En vrai, moi, je suis débutante. Là, je vous raconte juste ce que je trouve qui a fonctionné pour nous. Donc, des meilleures photos, un ménage impec, quelques petites attentions. Voilà, être réactif, ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Mais après, voilà, pour optimiser encore, faire 8000 par mois, ça, pour l'instant, c'est vrai que je peux pas donner plus d'indications. Donc, si jamais vous êtes le pro du Airbnb, n'hésitez pas à venir dans nos DM, hein, nous raconter un peu comment vous avez fait pour faire exploser vos Airbnb. Tu t'estimes rentable sur ton temps? Ménage inclus? Ménage inclus. Je dirais oui, quand même. Ok. Parce Et sans le que ménage? Oui, beaucoup plus. oui, beaucoup plus. Ok. Oui. Ouais, beaucoup plus parce que en fait, j'ai pas grand-chose à faire depuis mon appli Airbnb. Le ménage, c'est vrai que en fait, des fois il y a des gens, c'est très propre, du coup t'as quasi rien à faire à part changer le lit, etc. Et tu sais pas pourquoi, ils sont restés moins que genre qu'une nuit, et c'est dégueulasse. Et là tu pars pour 2h30 de ménage, pour que ce soit impec. Encore une fois, tu vois, on peut toujours Oui. raccourcir, mais pour que ce soit impec, ouais. Ok. Donc ça dépend. Ok. Donc au final, pas de conciergerie, Non. aucun intérêt, juste à la limite déléguer le ménage, quoi. Je pense la conciergerie, ça peut, parce que en mai, j'étais vraiment enfin, moralement, ça me gonflait en fait. C'était tout le temps des sollicitations. Toujours, je me disais, mais vas-y, qu'est-ce qui va se passer? Qui va me casser les bonbons, etc. Au final, bon, j'ai ciblé quand même ce qui posait problème à chaque fois. J'ai essayé d'y résoudre. Et là, depuis, j'ai pas de nouvelles. Donc la conciergerie, oui, si vous voulez être vraiment très tranquille. Et encore, parce que des fois, s'il y a un problème ou quoi, vous pouvez pas intervenir comme ça. Donc forcément, le mec de la conciergerie va vous contacter. Je pense que si vraiment vous voulez pas en entendre parler, oui, pourquoi pas. Après, ça vaut 20% du prix. Je sais pas si ça vaut le coup du coup. En fait, je pense que ça dépend sur entre les frais Airbnb. Ouais, alors, eux par contre. Oui, c'est ça. En fait, tu te ramasses déjà les frais Airbnb. Tu vas avoir des frais du type, forcément, si tu rajoutes des plugins Pricelab, une IA, tu vas avoir les frais de ménage, tu vas avoir tes frais d'élec, tu vas avoir tes frais de copro, d'eau, t'as ton prêt à payer. Globalement, si tu mets une conciergerie dedans, tu gagnes plus grand chose, quoi. Autant en fait, mettre en location l'année. En fait, si t'as l'effet de levier, tant que tu rembourses ton prêt, etc. Après, est-ce que t'as du cash flow? Oui, mais autant, T'as du cash flow, je sais pas. Nous, c'est parce que
c'est un peu particulier parce que du coup, comme c'est un local commercial, on ne peut pas les louer en location à l'année. Puis je vous ai dit, les fenêtres, il y en a quasiment pas. Donc nous, c'est obligatoirement Airbnb dans ces 2 appartements-là. En plus, forcément, il y a qu'un compteur pour les 2, mais ça limite, on s'en fout, justement, c'est du Airbnb pour nous. Mais globalement, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que dans l'appartement que j'achète, est-ce que je fais du Airbnb ou que je fais de la location à l'année? Voilà, pour moi, c'est vraiment ce calcul-là. Pour moi, si vous faites pas au moins 2 fois plus de cash flow en Airbnb que ce que vous en feriez en location classique. En plus, je dis 2 fois du cash flow, mais il faudra même plutôt dire 2 fois plus de loyer. Globalement, oubliez Airbnb parce que si vous, entre guillemets, ce que vous allez gagner en plus, vous le perdrez en termes de temps dessus. C'est ça. Donc après, tu vois, je pense qu'on serait encore plus rentable si j'avais pas genre 40 minutes de route pour y aller. Ça, pour le coup. En mode, le Airbnb sera au bout de la rue. Ouais, par exemple, celui qui est à Montpellier, à la mer, là, bon, c'est pas moi qui fais le ménage, mais je ferais comme un prince si c'était moi qui faisais le ménage. C'est un quart d'heure, donc là, c'est nickel. Okay. Donc en soi, par exemple, parce que ça, c'est vrai que c'est des trucs qu'on a jamais trop abordé sur le podcast, parce que ça n'a pas été notre stratégie, c'était pas ça qu'on voulait faire, parce que forcément, il y a plein de limites que vous allez comprendre quand je vais donner l'exemple, mais c'est globalement pour ceux qui se disent, vas-y, moi, je suis dans une zone qui est touristique ou qui a un intérêt particulier, je me fais 4 Airbnb à côté de chez moi et je vide mes 4 Airbnb. Ça peut être une strat, honnêtement. Moi, je sais que j'ai jamais été fan parce que c'est toujours pareil. En soi, l'immobilier, c'est de la création de revenus, c'est de la diversification de patrimoine, de stratégie, de risque. Si vous décidez de faire genre 4 Airbnb sous votre maison, c'est génial. Mais pour en vivre, vous êtes quand même uniquement sur une source de revenus. Par contre, entre guillemets, vous êtes en mode, vas-y, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai commencé à faire pas mal de projets. Maintenant, je me dis, si j'aime bien ça, Airbnb, les locations, les interactions avec les voyageurs, les trucs, c'est à la limite, c'est quelque chose qui me coûte pas beaucoup. Je me dis qu'il y a moyen de faire un truc à côté de chez moi, etc. Est-ce que tu imagines que ça peut être intéressant ou pas? Moi, je sais que personnellement, je le ferais pas. Je sais que par exemple, là, si tu t'occupais pas des Airbnb, je m'en occuperais pas directement. Ouais, je sais pas. Moi, c'est pas mon truc, par contre. Je pense que ça dépend à quel point ça te hype ou pas. Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai tellement de trucs à côté que si tu veux, je m'en passerais bien en gros d'Airbnb. Le truc, c'est qu'on n'avait pas le choix de le faire, donc on l'a fait. Si, en soi, on aurait pu rénover les 2 apparts et louer ça à quelqu'un qui l'aurait exploité éventuellement. C'est un très bon complément de revenu, par contre. En fait, en plus de ton job CDI, je pense que ça peut vraiment matcher. Bon, or aussi c'est pas toi qui fais le ménage. Ça peut vraiment être intéressant et que tu peux mettre vraiment de l'argent de côté. Parce que par exemple, tu vois, genre, 4000, je pense que tout le monde le fait pas, mais tu vois, déjà, t'as un meilleur cash flow que la longue durée, ouais. Dernière question avant qu'on change de sujet, parce que du coup là il y a plein d'auditeurs du podcast qui disent mais attendez, ça fait 3 ans que vous nous dites que vous aimez pas les Airbnb, machin. On n'aime pas ça. Globalement, est-ce que tu te verrais gérer les Airbnb et continuer à faire d'autres OP immobilières à côté? Oui, je pense. En longue durée, juste. Avec un CDI en plus. Ah non, ouais, non. Ok. Non. Donc on revient sur le truc, c'est que globalement, nous forcément, de 1, on n'a plus les CDI. De 2, là forcément niveau opération, c'est un petit peu calmé aussi. Donc entre guillemets, le temps que tu alloues au Airbnb, il est ok par rapport au reste, au reste des activités qu'on a à faire. Mais globalement, si on se remettait par exemple en 2022, on est en plein dans les investissements IMO, on a nos CDI, on gère 3-4 acquisitions quasi en même temps, plus des travaux, des trucs d'émis. Là, impossible de faire du Airbnb dans ces conditions. Enfin, en tout cas, tel qu'on le fait maintenant, impossible de le faire à ce moment-là. Je sais pas, je pense que ça dépend de votre appréciation à être sous pression, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, Airbnb, il faut être réactif. Si tu veux maximiser tes chances, faut que le problème il soit réglé pour le voyageur d'après, ou tu vois, faut que tu aies la capacité de remplacer vite ta femme de ménage si elle peut pas venir. Donc ça dépend quel cardio vous avez, quoi. Donc moi, je sais que Marie de 2022, non. Jamais. Moi, c'est un petit peu mon avis, c'est que globalement, si on est dans une phase d'explosion de son parc IMO, du temps investi dans des Airbnb, on va dire en gestion, c'est pas rentable par rapport au temps que vous pouvez mettre dans le développement de votre parc. Moi, ça reste un petit peu mon avis. Parce qu'encore une fois, et c'est là où on essaie de l'expliquer dans ce podcast, c'est que vos manières d'avancer, de travailler peuvent évoluer dans le temps en fonction de vos contraintes et de vos projets. Nous, naturellement, étant aujourd'hui dans une situation où on n'a aucune obligation en termes de temps aujourd'hui,
Non. On s'organise comme on veut, on n'a pas de CDI, on fait aussi moins d'opérations IMO parce que voilà, maintenant on a quand même un parc et puis vous l'avez dit qu'avec toutes les opérations qu'on avait fait, ça nous fait aussi du bien de faire une pause. Là, j'avoue, j'ai pas forcément envie de retourner voir des banques, des trucs, etc. En tout cas, pas plus qu'on est déjà en train de le faire. Et globalement, là, ça relibère du temps pour éventuellement faire une activité Airbnb à côté, mais très clairement, on l'aurait pas fait il y a 2 ou 3 ans en arrière. Ouais, puis là, je t'avoue, là, j'y passe du temps du coup depuis mai. Je me languis quand même d'être septembre ou octobre Et de pour déléguer le ménage. déléguer le ménage. Ok. Mais bon, là, du coup, en fait, c'est juste que ça me rend confiante dans dans nos dans nos 3 Airbnb et voilà, là, je sais dès qu'il y a un souci, je pense que j'ai vu le panel des problèmes qu'il peut y avoir et Ok. voilà. Bon, en tout cas, super intéressant sur Airbnb. Je pense qu'on a largement dépassé le temps qu'on avait Oui. qu'on avait mis sur ce sujet. Il y a peut-être parce qu'on avait préparé quelques autres sujets d'actu, mais qui sont peut-être moins intéressants. Il y en avait peut-être un, moi, que je voulais absolument aborder parce que je me suis rendu compte qu'il me reste encore du Crédit Agricole, un vieux plan épargne retraite article 83 où il y a quand même 5 000 € dessus. Et en fait, on faisait la réflexion avec Marie. Julien planque de l'argent comme ça, de tous les côtés d'un coup. Un matin, il me dit: «Ah putain, j'ai encore 5 000 balles bloquées au Crédit Agricole». Et en fait, je savais que ce truc existait. Je sais pas comment pourquoi. c'est possible? Dans ma tête, il y avait 3 000 balles dessus. Alors bon, il y a eu un peu de plus-value, mais c'est juste moi qui ai dû me tromper parce que j'ai vérifié, j'ai pas pris non plus 2 000 € de plus-value sur ce truc. Et globalement, je me suis fait la réflexion avec Marie, on s'est dit, mais c'est un truc de fou, comme en fait notre génération, en fait l'argent on a besoin maintenant pour nos projets, pour investir, pour s'acheter des maisons, juste pour vivre, parce que quand vous faites des courses, vous en avez pour 3 fois limite que vous payez il y a 10 ans. Et en fait, on se retrouve avec des trucs de boomer où on te fait mettre de l'argent sur un article 83 qui est un truc ultra réglementé où t'es censé ne pouvoir sortir qu'en rente à partir du moment où t'auras fait valoir tes droits à la retraite. Oh, on a même pas 30 ans, donnez-nous le fric. Mais oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire un article 83 maintenant, de faire, allez, maintenant t'as 50 ans, truc muche, tu veux optimiser, voilà, tu commences à préparer ta retraite, t'as une proportion relativement importante d'avoir une chance d'avoir ta retraite, ce qui n'est absolument pas le cas de notre génération. C'est un truc de fou qu'on est soumis aux mêmes règles que ceux qui sont beaucoup plus vieux, parce que franchement, je veux dire, et puis c'est exactement comme le P2E, le PERCO, le PER, c'est des trucs. Bon, le PER, on vous a déjà dit ce qu'on en pensait n'en faites pas si vous avez moins de 50 ans, tu vois. Mais globalement, là, les articles 83, les plans épargne entreprise, les trucs comme ça, moi j'aime bien parce que c'est une manière en soi de payer un petit peu moins d'impôts, parce que vous savez, votre P2E, une fois que la somme elle est restée dessus pendant 5 ans, vous pouvez la sortir sans impôt, alors vous payez la fiscalité. Vous payez vos prélèvements sociaux sur vos plus-values, mais voilà, vous êtes exonéré d'impôts sur le revenu, sur le capital et sur les plus-values. Mais et en plus, vous avez éventuellement la possibilité de sortir si vous achetez votre résidence principale, si vous vous mariez, si vous pacsez. Je crois que si vous avez votre 3e enfant, après bon, il y a les cas un peu moins sympas où c'est l'invalidité, le décès du conjoint, etc. Bref, il y a des cas où on peut sortir en anticipation, mais en fait, donnez-nous l'argent tout de suite. Quel est l'intérêt dans un monde où on voit bien qu'en fait notre génération elle fait tout plus tard, donc elle a des enfants plus tard, elle achète une maison plus tard, tout simplement parce qu'en fait on est extrêmement contraint d'un point de vue financier parce que la fiscalité est plus haute, le travail parce que rapporte pas. le travail ne rapporte pas, parce il y a également une inflation de fou sur notre consommation, sur les services, sur les voyages, etc. En fait, notre génération, elle a besoin d'argent maintenant, tu vois. En plus, ils nous mentent dans leur système où c'est évident qu'on n'aura pas de retraite. Donc, en gros, on doit la préparer nous-mêmes. Mais la réalité, c'est qu'un article 83, ça prépare pas votre retraite. En fait, vous êtes ça serait un vrai PEA, par exemple. Donc, tu peux choisir ce que tu veux en termes d'action, etc. Là, l'article 83 dont je suis titulaire, j'ai même pas envie d'employer le mot propriétaire parce que je peux pas en faire ce que je veux. Je suis même pas propriétaire, je suis juste titulaire de cet argent. Genre cet argent est à mon nom, mais j'en suis pas propriétaire parce que je ne peux pas faire ce que je veux avec. Globalement, j'ai le choix entre 6 fonds, donc des fonds qui sont extrêmement chargés en frais, qui vont rapporter surtout de l'argent aux émetteurs de ces fonds qui font ce goût en frais dessus. C'est des fonds qui sont très généralistes et bien évidemment, on va pas vous donner le MSCI World ou un Nasdaq 100 ou un S&P 500. Non, on va vous donner un fonds Amundi Industrie. France, génial. Il n'y a pas d'industrie en France. C'est nul, mais vraiment ce fonds-là, vraiment, même si c'était le seul fonds accessible au monde pour tous les investisseurs, je leur dirais pas d'investir dessus tellement je trouve ça nul. Ou alors on va avoir pu avoir un fonds écolo, c'est. Non, mais sinon on peut avoir des trucs encore pires, genre ils appellent ça les fonds diversifiés. Donc c'est-à-dire que c'est des fonds avec une partie monétaire, une partie action. Donc en fait c'est des fonds qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait c'est des fonds où quand la partie monétaire ne rapporte rien, il y a une partie
actions, mais comme elle est que une partie, en fait, vous n'avez pas la vraie perf du marché action. Ou alors quand les actions se comportent mal et que vous avez le monétaire qui se comporte un petit peu mieux, en fait, là encore, vous avez qu'une partie qui est en monétaire et l'autre partie qui est en action. Du coup, vous gagnez rien non plus. Donc, en fait, c'est des fonds qui sont nuls. Vous allez faire 3% par an. L'émetteur va vous en prendre 1,5. Et en fait, c'est ça qui nous donne accessible pour préparer notre retraite. C'est obligatoire. Mais c'est ça, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent que l'employeur a payé pour moi parce que j'ai travaillé pour lui. Mais filez-moi le pognon. Filez-moi le pognon. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai un article 83? Je sais même pas si je serai encore vivant à l'âge où théoriquement je pourrais le récupérer. Enfin, c'est une dinguerie. Et puis c'est surtout que cet argent-là, 5 000 euros. Allez, j'ai fait mes petits calculs. Globalement, si j'avais fait toute ma carrière, j'imagine. Alors, faut toujours rapporter ça à l'inflation monétaire, mais on va dire en euros d'aujourd'hui, j'imagine que ça me donnerait un capital de 40 000 euros à ma retraite. C'est à la fois pas mal et nul. C'est-à-dire que 40 000 euros, c'est une somme. D'un autre côté, par rapport aux autres investissements qu'on fait à côté, je suis désolé, mais c'est nul à chier, tu vois. Enfin, je veux dire, je mettrais aujourd'hui 5 000 balles sur le Bitcoin, je suis sûr que je récupère 10 fois, je récupère au moins 400 000 balles dans 40 ans, tu vois, ou juste dans 30 ans. Et le truc, c'est qu'en plus, combien ils vont prendre de frais sur toute cette durée, quoi. Ah bah oui. Combien je vais me faire manger sur mon capital? Non, c'est pour ça, ouais. Et ces 5 000 là, si on me les donnait dans la poche aujourd'hui, en fait, soit je les consomme, soit je les mets dans une maison, c'est-à-dire soit des projets que les jeunes ont besoin et envie de faire aujourd'hui, soit en fait on me les donne et je les investis proprement dans quelque chose qui va vraiment me rapporter et pas dans un fonds Amundi Industrie France, quoi. Je trouve que c'est très communiste tout ça, tu Non, mais sais, on t'oblige à payer. Mais c'est ce que je dis, Ok, mais tu vois on t'oblige à choisir un truc qu'on a je pense choisi que pour la toi. punchline de fin, c'est je ne suis pas propriétaire de cet article 83, j'en suis titulaire. Genre, je ne peux pas faire ce que je veux de mon pognon. Donc voilà, c'était juste ce sujet-là. Je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés parce que vous devez avoir des plans épargne entreprise, des PERCO, des articles 83, etc. Ils leur donnent plein de mots. Ça devait normalement faire la transition vers un dernier sujet. On avait parlé de restriction de liberté, etc. en France, mais on en parlera dans un prochain épisode parce que là, on fera un petit peu moins d'épisodes avec des invités sur le mois d'août parce que c'est normal, en août on est peut-être un peu tous en vacances. Ouais. J'ai 2 super épisodes sous le coude qui sortiront du coup à la rentrée, sachant pareil on a d'autres invités qui doivent passer sur le podcast et je pense qu'on va faire des très 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 bons épisodes là sur cette fin d'année. Au niveau des sorties, vous aurez globalement un épisode par semaine jusqu'à la rentrée, sauf sur le lundi 17 août parce que voilà, on sera on sera juste après le week-end du 15 août. On connaît maintenant, là ça fait 3 ans qu'on a un podcast, on connaît les semaines où vous écoutez pas trop d'épisodes parce que vous êtes en vacances ou quoi, mais globalement voilà, je pense à part ce lundi là où il y aura pas d'épisode, vous aurez bien un épisode tous les lundis. Donc on verra de quoi on parle la semaine prochaine, soit on sera encore sur un épisode actu, soit on vous traitera un sujet parce que là il y a pas mal de petits sujets qu'on a sous le coude, sachant que ça refait un peu une actualité podcast par rapport à ce qu'on disait un petit peu en début d'année quand vous avez dit qu'on avait l'impression de tourner un peu en rond. Au final, d'avoir reçu pas mal d'invités, de un, ça nous a relancé des sujets qu'on avait pas forcément des fois eu l'idée de partager avec vous, et surtout c'est que ça nous a redonné du temps pour réfléchir à des nouveaux sujets. Donc en fait il y a plein de nouveaux sujets qu'on se dit qu'on a envie d'aborder dans ce podcast. Donc ce qui est bien, c'est que là je sais que on a suffisamment de au moins jusqu'à la fin de l'année, et encore d'ici là on aura d'autres idées qui vont nous venir, mais je veux dire là on a plein de trucs sous le coude, donc franchement c'est top. Yes. On espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas nos 5 étoiles sur les plateformes, à nous rejoindre sur Instagram et YouTube, La Fouserie. On partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.